Alors évidemment, il y a une question que beaucoup d'entre vous et moi-même je me posais en découvrant ce nouveau tome qui donc sort dans quelques jours. C'est que quand on a une telle imagination, une telle productivité, mais aussi surtout une telle imagination, comment est-ce que tout a commencé? Il faut revenir quelques années en arrière, mais comme un arbre aujourd'hui qu'on peut contempler est immense, au départ un arbre a été une petite graine. Donc d'où est venue cette petite graine? The beginning of my writing or the beginning of the Farseer trilogy? Of the writing? Oh, I can remember not being able to write in cursive, to only be able to print. And I can recall trying to print out stories even at that time. So I was probably 7 years old when I began trying to write stories. That would have been the very beginning, and it would have been that I could not find the kind of story I wanted to read, so I was trying to write it for myself. Alors, elle n'arrivait pas à écrire sous forme Cursive. Cursive, merci, ça va aller, hein. Donc elle écrivait que sous forme bâton à la base, et elle a commencé à écrire quand elle avait 7 ans. Et elle s'est souvenue, enfin elle se rappelle qu'elle écrivait ce qu'elle n'arrivait pas, ce qu'elle ne trouvait pas à lire en fait. Donc elle a commencé à écrire des histoires qu'elle ne trouvait pas et qu'elle ne lisait pas. Mais ensuite, une fois que cette direction vous l'avez trouvée, comment est-ce que vous avez fait pour l'approfondir et faire en sorte que ces histoires se développent de cette manière? When I was still in school, I wrote a great deal in journals and notebooks for myself. By the time I was 18, I was trying to submit stories for publication. At that time, I wrote mostly for children and sold stories to children's magazines. I did not sell a novel until I was, well, I should say, in my 20s I began writing short stories for various science fiction and fantasy magazines and the little fanzines, which were amateur publications. I did not sell a novel until I was in my 30s. Donc elle a continué à écrire, elle écrivait beaucoup dans des journaux, pour elle, dans des journaux intimes, etc. À 18 ans, elle a commencé à écrire de plus en plus d'histoires pour enfants, qu'elle a commencé à envoyer à des éditeurs jeunesse. Elle a été petit à petit publiée dans des magazines jeunesse, et à la vingtaine, elle écrivait beaucoup de nouvelles qu'elle publiait dans des fanzines et dans des magazines de science-fiction. Bon, un tout petit peu de l'arsène, mais c'est en train de se résorber. Donc beaucoup de fanzines et de magazines de genre, imaginaire, SF et fantasy. Et c'est seulement quand elle a eu une trentaine d'années qu'elle a commencé à publier ses premiers romans vraiment. Le cycle de l'assassin marque quelque chose de particulier dans votre parcours. Est-ce que vous avez imaginé qu'il vous emmènerait aussi loin, justement dans la créativité et dans l'évolution de votre écriture? Actually, the first novel I wrote was as Megan Lindholm, and it was called Harpy's Flight. And I wrote for about 10 years as Megan Lindholm before writing Assassin's Apprentice, which would be the first book of the Farseer trilogy. I never foresaw that I would spend over 20 years writing about Fitz and the Fool. Donc elle a commencé à écrire ses premiers romans sous le nom de Megan Lindholm, je ne sais pas si vous connaissez. Donc pendant 10 ans elle a écrit sous ce nom-là, avant d'écrire ses premiers romans sous le nom de Robin Hobb, et le premier étant
l'apprenti assassin, donc l'assassin royal. Et que jamais elle avait imaginé que pendant 20 ans, elle écrirait avec Fitz et autour de Fitz. Alors, la question que je pense qu'on est nombreux à se poser, c'est est-ce que Fitz et les autres personnages vous commandent quelque part, ou est-ce que vous arrivez encore à leur commander? I do not have a great deal of control over the characters. They are very much their own people, and sometimes it would be much easier to write if they would do exactly what I had expected them to do. But often I will come to a place in a story where I think I know what is going to happen next. And then it becomes obvious to me that while I might do that, it is not what Fitz is going to do or what the Fool is going to do. And I get that same feeling of, this is not a good idea. But then it happens. Bon, je crois qu'il y en a pas mal qui comprennent quand même. Elle n'a jamais eu beaucoup de contrôle sur ses personnages. Des fois, elle pense que ce serait plus facile si elle avait un peu plus de contrôle sur ses personnages. Et que la plupart du temps, quand elle imagine des actions, elle se rend compte que c'est pas vraiment les actions que feraient ses personnages, c'est ce qu'elle aimerait les voir faire. Et donc ça peut être un peu frustrant, mais ils font leur propre vie, ils sont des individus à part entière et ils vivent leur vie. Tout particulièrement dans les derniers tomes, on a vu émerger un personnage qui, je ne veux pas dire qui prend le relais, mais qui arrive et qui monte, qui est en phase ascendante, alors que Fitz, lui, arrive au bout de quelque chose. C'est Abeille. Alors, qu'est-ce qui a commandé l'apparition d'Abeille ? It was a difficult decision to bring in a second narrator in the most recent trilogy. From the beginning, I was uncertain of when to introduce that voice, but I thought it would be very interesting to the reader to have a lot of insight as to what Fitz looks like to other people besides himself. All of the previous books, we saw what Fitz thought of himself and how he interpreted what he was doing and how he behaved. So B became a different lens for looking at him and how he lived his life. Almost a different point of view on Fitz. Donc ça a été une décision très difficile de savoir donner un peu de narration à Abeille et de savoir quand le faire surtout. Mais elle s'est dit que ce serait un procédé intéressant de voir Fitz à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Puisque dans les deux précédentes trilogies, Fitz a toujours été le seul narrateur. Et donc là, ça permettait de voir un peu à travers un autre point de vue qui était Fitz et comment il agissait et il interagissait avec les autres. De la même manière, qu'est-ce qui a commandé l'idée de faire en sorte de réunir toutes vos familles, toutes vos histoires et toutes les sous-parties des univers que vous avez créés et faire en sorte qu'il y ait des rencontres? Parce qu'il y a une volonté d'unification d'une certaine manière. I think that in my mind it was because it all takes place in the same world. It was always linked together. The events that are told, although the story moves from Buckkeep in the Six Duchies down to the Rainwilds in Bingtown, it's happening in a chronological fashion. It is the next set of events
that in some ways Fitz has set in motion in Buckkeep. And then what happens in Bingtown and the Rainwilds will then affect a great deal the things that happen in the second trilogy about Fitz and the Fool. Just as in our world, something that happens in a faraway place will eventually affect our daily lives. So everything in that world is linked together. Donc dans sa tête, depuis le début, c'est un seul monde de toute façon, et tous les événements qui arrivent dans les différentes parties de ce monde sont liés et impactent la suite des aventures. Donc de la même manière que ce qui se passe avec Fitz dans l'Assassin Royal première époque, ça va impacter ensuite ce qui va se passer dans les Aventuriers de la Mer, et ce qui se passe dans les Aventuriers de la Mer et des Cités des Anciens vont impacter le Fou et l'Assassin. De la même manière que dans notre monde, on vit des choses, des événements qui sont liés à des choses qui se sont passées dans d'autres parties du monde. Donc pour elle, tout est lié et c'est vraiment juste un tout en fait. C'est un peu le principe du battement d'aile de papillon. Oui, yes. Alors, je vais vous poser une dernière question pour le moment à Robin Hobb et me tourner vers la salle pour savoir, alors si vous avez déjà des questions, je sais qu'il y en a, je vous invite à les poser, avec juste une petite précaution, évitez de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore tout lu. Voilà. Je voudrais revenir à l'acte d'écrire et je voulais savoir si ça avait plus à voir avec l'art ou plus à voir avec le vif. It is more like when you are a child and you say, let's pretend, and you can be playing with your friends on the playground, or you can be all by yourself and climbing a tree and suddenly it's a pirate ship. All the things that go into that kind of imagining are what goes into writing. It's sharing your imaginary friends with the world. Donc pour elle, c'est plus l'acte d'écrire, c'est plus comme quand on était enfant et qu'on s'imaginait des choses. On disait que. Donc soit vous êtes avec des amis, soit vous êtes tout seul, vous montez sur un arbre et vous imaginez que c'est un bateau de pirates. Donc pour elle, c'est ça, c'est partager une part d'imaginaire et surtout partager ses amis imaginaires avec le reste du monde. Eh bien là, on a des amis qui ne sont pas du tout imaginaires et qui, je pense, ont des choses à partager avec vous. Alors, qui souhaite poser la première question ? Alors, il y a une question juste ici, vous allez voir, il y a un micro qui va venir. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième bras pour la deuxième question après, donc c'est magnifique. Thank you very much. Quand avez-vous imaginé le concept de dame pâle, des servants et de tout l'arc narratif que vous développez dans ce troisième cycle? Est-ce que c'est venu immédiatement, au moment où vous avez commencé à écrire sur les prophètes blancs, ou est-ce que c'est venu au fil des écritures? Merci beaucoup. I think that was an idea that actually grew along the way because in the beginning, in my first concept of the first trilogy, the Fool was a very, very minor character. He was supposed to come onto the stage, share some important pieces of information, and then remain in the background. But as I mentioned before, I do not always have control of what my characters do. Donc c'est une idée qui a grandi au fur et à mesure, parce que de toute façon à la base le Fou, elle s'était dit que ça allait juste être un personnage mineur qui arriverait, donnerait une information ou un événement particulier et ensuite disparaîtrait. Mais comme elle l'a déjà dit, elle ne contrôle pas toujours ce que font ces personnages. Et donc plus le Fou a pris de la place, plus le concept autour, avec la femme pâle, etc., a pris de la place. Alors je crois qu'il y a une question juste à côté. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez des pistes, enfin si on espère avoir un jour une série télé sur votre univers. Je crois que je ne suis pas la seule à me poser la question.
This is something that is, it would depend on our being approached by the correct people, the people that we feel would make something beautiful and wonderful. It's not a question of money, it's not a question of us saying, oh, let's make a TV series. Are you up for that, Kat? That is a task that would be undertaken by a very large team of people. So if we are approached by the right people and we feel we can work with them, then it is something that might happen at some time in the future. Alors, donc c'est pas une question d'argent et c'est pas une question de tiens on a qu'à faire une série, c'est plus une question de qui est-ce qui va les contacter pour faire cette série. Il faut que ce soit les bonnes personnes. Et je peux même compléter un peu parce qu'on a déjà eu cette question plusieurs fois. Il tient vraiment à cœur de Robin que ce soit pas une série sur Fitz, que ce soit une série sur le royaume, qui n'est pas que Fitz, qui soit voilà. Et du coup, il faudrait quelqu'un qui partage la vision de Robin pour cet univers et l'importance des liens entre tous les personnages. Bon, alors après, comme Kat le dit souvent, qui s'occupe plus de cette partie-là pour Robin, ça, c'est aussi le travail du screenwriter, du scénariste, d'imaginer tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver vraiment la bonne personne avec laquelle Robin et Kat et son équipe partagent la même vision de l'univers de Robin. Il y a un jeune homme juste ici, et juste après, premier. Comment est mort Royal, puisque Royal, il s'est mis en retrait dans sa demeure, mais on ne sait pas exactement comment il est mort, comment il s'est... voilà. Alors, ceux qui n'ont pas... First I have to ask, is this a spoiler for a lot of people? J'ai prévu, hein, vous bouchez les oreilles. It is. How did Regal die? Do you remember a small ferret? Est-ce que tu te souviens d'un petit furet? Oui. Oui, petite belette. He had been partnered with someone who he felt that he needed to take his revenge. If you have ever held a ferret or a weasel in your hands, even though they are small animals, under the right circumstances, they can be quite deadly. Alors, oui. Le petit furet trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il avait besoin de prendre une vengeance contre Royal, et que même si un furet c'est tout petit, ça a l'air tout gentil, dans certains cas ça peut devenir très violent. Voilà. Madame, c'est à vous. Hello. C'est difficile de poser une question qui ne spolie pas. Alors je voulais poser la question sur la série, mais ça a été fait, c'est pas grave. Alors du coup je voulais savoir, pour ne pas spolier, simplement, vous avez dû vous appeler Robin Hood. Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Meghan quand on discute avec vous? Est-ce que ça a été dur pour vous de devoir changer de nom? Je crois que c'était une question de... les hommes se vendent plus facilement en fantasy, il me semble. C'est pour cette raison que, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous avez dû changer de nom. Voilà, c'est ma question et je vous adore et je vous remercie d'être ça. Voilà. Juste pour compléter, son vrai prénom ce n'est pas Meghan. Ah ok, d'accord. I have never felt a great attachment to my given name, which is Margaret. When my agent first suggested that, because I was writing in a very different slice of the fantasy genre, I had written swords and sorcery, I had written quasi-historical fantasy, I had written urban fantasy, but the Farseer books were something very different. So we decided that I would take a different name for those.
Should I break this up in pieces so you can translate it? Donc, elle s'appelle Margaret dans la vraie vie. Mais elle n'a jamais eu beaucoup d'intérêt pour son prénom, enfin, elle n'y attache pas une grande importance. Et donc, ses premiers romans étaient écrits sous le nom de Meghan, mais c'était des genres très différents de l'Assassin Royal. C'était de l'urban fantasy, c'était de la sorcellerie, voilà. Donc, quand elle a donné à son agent l'Assassin Royal, l'agent lui a dit ce serait peut-être bien, vu que c'est un genre complètement différent, de trouver un autre pseudonyme. Because when you write fantasy, you always want to lower the threshold of disbelief for the reader as much as possible. And because I was writing in first-person male, we decided I would choose a name which, in the US at least, can be either male or female. So we came up with Robin, as it has some very nice nuances. It's related to Robin Hobb, to Robin Goodfellow, who is Puck, to the first Robin of Spring. So that was how we chose that first name. I am called by different names by different people. I am Robin, I'm Megan, I'm Grandma. It all depends on where I am and what I'm doing. En fantasy, c'est important de pas trop faire peur au lecteur étant donné que son premier personnage et elle parlait à la première personne et c'était un homme, ils ont décidé de prendre un prénom qui, au moins pour les Américains, avait un double sens, femme ou homme. Et Robin, en plus, il y a beaucoup d'importance, c'est Robin des Bois, c'est Frère Tuck, c'est le Rouge-Gorge aussi qui apparaît au printemps. Et elle est appelée par plein de prénoms différents, dans plein de situations différentes. Robin, Meghan, Margaret ou grand-mère. Donc voilà. Thank you very much. Alors, il y a une question. Alors, il y en aura une devant et ensuite, oui, allez-y, et ensuite il y en aura une derrière. Merci. Alors, pas de spoil, c'est le final. Donc, alors pour certains d'entre nous, c'est difficile de se séparer des personnages. Je voulais savoir comment un auteur se sent en écrivant comme ça le dernier tome. I think because I am a reader as well as a writer, there is always that sense of parting when you are reading a book. And as any writer will tell you, often readers are reluctant to leave one set of characters and follow an author into another story. So it's when you are leaving a character behind because the location of the story has moved, or because in this tale the character has died, it is always difficult. For most writers, I think we become emotionally attached to our characters as much as our readers do, and so it is never an easy thing. I'll break it there. Donc Robin dit qu'elle est aussi lectrice, donc elle sait ce que c'est que d'abandonner et de laisser à un moment ou un autre des personnages. Donc elle sait ce que c'est aussi en tant qu'auteur de les laisser. Elle sait aussi que c'est d'autant plus dur pour des lecteurs, qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'aiment pas suivre un auteur avec d'autres personnages ou d'autres lieux. Donc c'est d'autant plus difficile pour un auteur ensuite de laisser ces personnages parce qu'ils savent qu'ils vont perdre une partie aussi de leur lectorat. Mais même eux, ils ont un lien très fort qui se crée avec leurs personnages et c'est de toute façon toujours difficile de les laisser à un moment ou à un autre. Stephen King has written a book called On Writing, in which he discusses this very thing. And for him, for me, we don't kill our characters. Deaths happen in a book the same way they happen in real life. And if I were to artificially protect every character from death, the reader would know it just as quickly as if I arbitrarily decided to have a character die just to cause an emotional reaction in the reader.
Stephen King a écrit un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Écriture, voilà, merci. Donc Stephen King a écrit un livre qui s'appelle Écriture sur le sujet, où justement il parle de laisser des personnages. Alors, effectivement, on ne spoil pas, on dit juste que, pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'à un moment ou un autre, il y a des personnages qui meurent, comme dans tous les romans. Voilà, et ce que Stephen King dit, c'est que contrairement à ce que pensent certains lecteurs, l'auteur ne tue pas ses personnages, mais juste les personnages meurent, comme dans la vraie vie. Et qu'en fait, si on devait les garder à tout préavis, le lecteur se rendrait compte que c'est artificiel et qu'au final, c'est pas vraiment l'histoire du personnage. De la même manière, si on devait les tuer juste pour faire de l'argent ou du suspense. L'autre, on ne sait pas si c'est réellement terminé. Hein. No one ever knows if it's really the end. All stories end where the next one begins. Donc on ne sait jamais vraiment, personne ne sait jamais si c'est une fin. Une histoire se termine que quand il y en a une autre qui commence. Donc pour elle, le vif et l'art, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, c'est des choses qui existent dans notre monde. On a toujours entendu parler d'histoires de télépathie, de personnes qui savaient parler aux animaux. Donc pour elle, c'est pas un concept qui était novateur. Et quant à la manière dont elle l'a distillé dans l'histoire, étant donné que Fitz, quand il arrive, il ne sait rien de tout ça vraiment. Donc pour elle, c'était important que le lecteur apprenne au même rythme que Fitz. Et surtout pas qu'il y ait un bloc d'informations qui soit donné et le lecteur n'aurait pas compris d'où l'information vient, comment les personnes sont au courant de ces choses. Et du coup, on apprend au fur et à mesure, en même temps que Fitz, à appréhender un peu ces deux magies. Ça répond à la question ? Il y a une forêt de bras qui est en train de se lever. Alors, on va faire en sorte que tout le monde puisse... Vous nous avez parlé du fou au début de cette interview. Et du fait que c'était un personnage mineur pour vous au départ. Mais je trouve que dans la série, il prend une importance quand même assez capitale. Et également dans Les Aventuriers de la Mer, sous le personnage d'Ambre, puisque ce sont les mêmes personnages. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage et de ces réflexions qui sont souvent très profondes ? J'aimerais savoir comment elle considère ce personnage. I think that that he was an uncontrollable part of the story, but I think that if a writer has complete and accurate control of everything that's going to happen, it can become very predictable for both the reader and the writer. He was a difficult character to write because I did not know as much about him as I knew about Fitz and the other characters. I knew a great deal more than I could put in the book, but by no means did I know everything about him. And it's what I would call a wild card, an element in the story that carries it in unexpected directions. Le fou est donc effectivement parmi les personnages un peu incontrôlables de cette histoire, ce qui est plutôt positif parce que si l'auteur pouvait tout contrôler, l'histoire serait un peu trop prévisible et le reste de l'histoire serait un peu trop prévisible. Ce qui était frustrant un peu pour elle, c'est que le fou est un personnage très particulier, qu'elle ne sait pas autant de choses sur lui qu'elle en connaît à propos de Fitz, par exemple. Qu'elle sait plus de choses sur le fou que ce qu'il y a de marqué dans les livres, mais qu'elle ne le connaît pas autant qu'elle connaît Fitz. Et que c'est un peu une wild card, donc un personnage un peu fou qui gère sa propre vie. Et voilà, donc elle ne le contrôle pas autant qu'elle le voudrait, et enfin, d'ailleurs elle ne veut pas le contrôler. Alors, je crois qu'il y a... Bonjour, je voulais savoir comment vous avez choisi le nom des personnages parce on a des noms de valeurs en fait, et comment vous avez mis cette idée-là. Et je suis très ravi que vous soyez à Lyon.
In many cultures, there is a magic associated to names, that if you know the proper name of something, you gain control over it. Or that in your faith, you may give your child the name of a saint because you want your child to grow up to share those same virtues. Or perhaps you have a special name that you are given when you become a man or a woman that is different from the name that you bore in your childhood. Names do have a certain power, and in choosing to say that they would name their royalty after various virtues or qualities, I think that is something we have seen before. At least in the U.S., we used to often have girls who are called Faith or Hope or Charity or Patience, or when you research the meaning of your name, what is a common name now may have had an association in the past. Surnames are often based on what was once the occupation, whether it's cook or mason or builder or smith, a very common name from a very common profession. Dans beaucoup de cultures, le nom d'une personne, le vrai nom d'une personne a du pouvoir. On retrouve ça dans beaucoup d'ethnies, etc. Même dans nos cultures occidentales, il y en a qui donnent le nom d'un saint pour que l'enfant partage les mêmes valeurs, ou vous donnez un nom qui se transmet dans la famille parce que ça a un sens particulier pour vous. Donc pour elle, c'est aussi logique, et c'est des choses qui se sont déjà vues, de donner pour un membre de la royauté le nom d'une caractéristique que vous aimeriez le voir faire honneur à en grandissant. Donc voilà, même vous, vos prénoms, enfin nos prénoms en général, qui semblent classiques maintenant, ils avaient probablement un sens dans le temps, de la même manière que les noms de famille. Avant, c'était souvent juste la description du métier de la personne. Donc voilà, les noms ont leur importance, et voilà. Merci. Du coup, je voulais quand même vous remercier d'être venu nous rencontrer. Ma question, c'est de savoir comment vous êtes venu l'idée d'incorporer à chaque début de chapitre, dans pratiquement toutes vos œuvres, il me semble, un cours laïus, où soit des fois ça vient en tout cas de l'intérieur de Fitz qui écrit, ou c'est d'autres personnages qui vont écrire, et ça va nous indiquer certaines choses qui vont se passer dans les livres juste après. Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire. When I chose to write in the first person, I knew that the reader would only be able to know exactly what Fitz knew at that time. But there were pieces of information that I wanted the reader to have to give the story more depth, or to give understanding of something that would be common knowledge that Fitz would not necessarily stop and think about and explain to himself. So those were my bridges to insert that information into the story, without having one character stop and say to the other, "As you know, George, we protect ourselves from umbrellas, from rain with umbrellas." It is the kind of information that you wouldn't necessarily know or share in a conversation. Quand elle a décidé d'écrire la première personne, elle s'est vite dit que le lecteur allait être bloqué parce qu'il ne connaîtrait que ce que Fitz connaît, et il ne verrait que ce que Fitz voit. Donc pour elle, ces débuts de chapitre, c'était une manière non seulement d'apporter plus d'informations pour une meilleure compréhension de certaines parties de l'intrigue ou de l'histoire, donner une meilleure profondeur à l'histoire, mais aussi pour expliquer tout
toutes ces connaissances basiques que Fitz connaît et qui du coup vont pas être expliquées par la bouche de Fitz, parce que ce serait un peu étrange d'avoir quelqu'un qui dit ah ben comme tu le sais George, on se protège de la pluie avec un parapluie. Donc voilà, c'était une manière de montrer toutes ces choses qui sont des connaissances communes de tous ces personnages sans que ce soit un peu lourd dans le récit. Alors, une question ici, puis il y aura une question devant, et ça sera la dernière. Allez-y. Bonjour, alors je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'avais une question en fait sur le personnage de Fitz. Comment est-ce que vous l'avez créé? À qui il ressemble? Est-ce qu'il vous ressemble, ou à l'un de vos enfants, à quelqu'un que vous connaissez? I think that character creation starts in a part of my mind that I don't have conscious access to. For me, the story always begins with a character that I find interesting or want to know more about. But that character will step out onto a virtually blank stage and start talking, and the pieces of the world fall into place around the character. So I don't really have a clear way to explain that, except that Fitz was Fitz from the very beginning. Elle pense que ces personnages, ils apparaissent et ils se créent dans une partie de son cerveau dont elle n'a pas vraiment conscience. Donc elle ne peut pas vraiment expliquer comment Fitz est né. Elle sait juste que dans son récit, ou à un moment, le personnage va se mettre sur le devant de la scène et le reste du monde va compléter cette vision du personnage, et que le personnage va être là, tout simplement. Alors je complète aussi, parce qu'on a déjà eu cette question aussi, donc ça vous donne un peu plus d'infos. Elle se nourrit aussi d'un million de choses qu'elle voit au quotidien, et encore une fois, elle n'en a pas forcément conscience. Mais elle va se rendre compte que Fitz, par exemple, il va avoir tendance à bouger comme son fils. C'est pas son fils, il ressemble pas à son fils, mais il va peut-être avoir les manières de son fils. Voilà. Madame, ce sera la dernière question. On a vu que du coup le fou avait au départ peu d'importance, il en a gagné de plus en plus. Est-ce qu'à l'inverse, c'est des personnages que quand vous avez décidé de les créer, vous pensiez qu'ils allaient avoir une très grande importance, et qu'au final ils ont été relégués à un rôle vraiment mineur? I'm trying to think. There are characters that I was very attached to that did not continue to move all the way through the story. Fitz had a friend called, in the US version, he's called Hans, and he works in the stables, and they're friends. But at a point in the story, they part, and you see no more of him. I always thought it would be enjoyable to write more of what happened with him in his life, but there was really no room in the book. Alors, c'est plus des personnages auxquels elle tenait beaucoup, qui finalement n'ont pas continué à apparaître dans le reste de l'histoire. C'était le cas de Hans. Alors, pour ceux qui connaissent par cœur, c'est celui qui travaillait avec Burick dans les tables. Pardon ? Pogne, voilà, merci. J'ai un petit trou. Donc Pogne, auquel elle tenait beaucoup, mais bon, l'histoire a fait qu'il n'a plus continué à suivre tout le monde. Eh bien, j'aimerais qu'on remercie tous Robin, Megan, Margaret.